Et si je te raconte, le podcast du Centre Pompidou-Metz qui vous fait pénétrer les coulisses de l'exposition André Masson, Il n'y a pas de monde achevé. Commissariat, Chiara Parisi. C'était vraiment un type du XXe siècle, mais du début du XXe siècle. André Masson est un peintre vraiment essentiel et fondamental pour comprendre l'art du XXe siècle. C'est un artiste extrêmement engagé qui a vécu vraiment toutes les grandes guerres du XXe siècle. Nous sommes le 28 mars 2024, c'est jour de vernissage. La directrice Chiara Parisi est sur scène avec le fils d'André Masson, Diego Masson. On va échanger quelques mots. Donc nous sommes heureux et fiers de cette exposition. André Masson, c'est une personnalité, un artiste que Centre Pompidou-Metz aime beaucoup. Depuis des années, c'est une grande exposition, c'est une rétrospective avec des œuvres très choisies, très pointues. Il s'agit de 100, un peu plus de 100 tableaux qui sont vraiment des chefs-d'œuvre. Je laisse la parole tout de suite à Diego. Qu'est-ce que je peux dire? Pour moi, l'exposition à Metz est de très loin la plus belle exposition d'œuvres de mon père que j'ai jamais vue de ma vie. Pour cette exposition, le Centre Pompidou-Metz a réuni plus de 200 œuvres d'André Masson, qui, si on le connaît peut-être moins que d'autres figures du surréalisme, n'occupe pas moins une place essentielle dans le panthéon artistique du XXe siècle. Ce siècle, il le marque par ses inventions nombreuses. Celle de l'automatisme en peinture en 1923. Celle des peintures de sable en 1927. Celle d'une abstraction gestuelle et sensible qui jamais n'abandonne la volonté d'exprimer l'humain et le monde, tous deux toujours enchevêtrés dans ses œuvres. En 1924, le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur. André Masson signe le manifeste du surréalisme en 1924, dont l'exposition au Centre Pompidou célèbre le centenaire. Et Masson, c'est aussi un peintre activement engagé, anti-franquiste, anti-hitlérien, peintre sans cesse déplacé par les conflits qui secouent l'Europe, à commencer par la Première Guerre mondiale, où Masson s'engage comme soldat. Les enfants, venez. Aujourd'hui, c'est le vernissage des enfants. Il y a un petit groupe devant une œuvre intitulée Cimetière, datée de 24, qui montre des arbres et des mains surgissant de terre, aux doigts tordus comme les branches, plusieurs astres. Là, on est dans la première salle de l'exposition. On a choisi d'accrocher des tableaux qui ont été peints par André Masson après la Première Guerre mondiale, pendant laquelle il avait été soldat. Elsa de Smet, responsable des publics. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur ces tableaux? Des arbres, on dirait qu'il y a des plaques, un soleil. Ah si. Ouais, Maxime? Par exemple, le soleil, il est refait à droite. Et si jamais on avait un mot, un adjectif pour décrire ce tableau, qu'est-ce que ce serait d'après vous? Bizarre. 1917. À 239 km à l'ouest du Centre Pompidou-Metz, la bataille du chemin des Dames réunit Anglais et Français pour percer le front allemand. Bilan de l'opération, 180 000 morts et blessés. Un jour après le lancement des hostilités, André Masson est touché à la poitrine et grièvement blessé. On parle d'une obusite, qu'il conduit tour à tour dans 7 hôpitaux militaires, puis à l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche en 1918 pour cause d'épisodes dépressifs, d'où il sort en disant « Mon moi a été saccagé pour toujours ». Je me rends chez Diego Masson, le fils d'André Masson, dans son appartement parisien, pour tenter de connaître un peu mieux le peintre et l'homme. Il m'en a parlé souvent et je crois que ça l'a marqué profondément. Hein. Non seulement la blessure, mais aussi la guerre, comme Troufion, hein, parce qu'il était simple soldat. Et puis il a été blessé gravement, il n'avait plus de côte ici. Puis il a été là pendant 1 an ou 2 dans les hôpitaux militaires. Voilà. Après sa blessure, oui, il est resté longtemps à l'hôpital. Ouverture J-15. La première œuvre que verra le public est encore au pied de la première simèse. Je la découvre sous le papier de soie qui la recouvre encore. Dans un paysage désertique, 3 silhouettes osseuses, mi-humaines, mi-animales, nous font face.
L'une a une tête d'élan, l'autre de coquille, la dernière de bovidé. Elle porte des cages thoraciques ouvertes sur des labyrinthes de veines et des tours de Babel d'ossature costale entourées par des insectes nécrophages voltants. Cette œuvre a donné son titre à l'exposition. Le titre de l'exposition est « Il n'y a pas de monde achevé ». C'est un titre d'une œuvre très importante de Masson. Chiara Parisi. C'est une référence à l'idée que lui avait du monde. À la fois un monde vu comme un tout, qui n'est jamais fini, dans le sens positif du terme, c'est-à-dire toujours en mouvement, toujours suspendu à une pulsion, qui peut surgir du fond de l'âme et en métamorphose constante. Ça, c'est vraiment la base, l'élément essentiel aussi de Masson. C'est une référence à l'idée que lui avait du monde. Si André Masson produit encore dans les années 20 des toiles empreintes de vocabulaire cubiste, camailleux restreint, emboîtement, il va très vite y adjoindre la question du temps, du transitoire. Une toile intitulée Les 4 éléments, qui allait changer le cours de sa vie, présente ces éléments de la métamorphose du monde. Un nuage qui apparaît comme un passant du ciel. L'astre lunaire, venu éclairer pour quelques heures la nuit. Un océan aux lames blanches, calme pour quelques minutes encore, servant de toile de fond à 3 mains tendues, portant des objets énigmatiques. Il y a une orange, il y a une bougie allumée. Elia Biesinski, chargée de recherche. Il y a un oiseau, il y a une sphère, la mer, le soleil, des astres, des mains tendues. Du cubisme, on voit cet emboîtement comme une architecture finalement dans laquelle s'inscrivent tous ces éléments. Donc quelque chose de l'ordre du rébus visuel. Ciel pour l'air, bougie pour le feu, orange pour la terre, poisson pour l'eau. Courbe de femme dont les contours reçoivent la poussière blanche de la lune pour l'érotisme que Masson situe à l'origine de la formation des choses. Cet aspect d'une œuvre qui contient le monde sous forme d'une énigme qu'il incomberait au spectateur d'interpréter allait retenir un jour de septembre 1924 l'attention d'un visiteur de la galerie Simon, pas tout à fait anodin, qui s'emportera acquéreur. Donc c'est ce fameux tableau qu'a vu André Breton lors de la première exposition personnelle d'André Masson à la galerie Simon. Breton, sur les conseils de Robert Desnos, vient découvrir donc ce jeune artiste et il remarque en particulier les 4 éléments qu'il va acquérir. C'est à la fin finalement du mois de septembre 1924, donc de cette même année, qu'il va rendre visite à Masson rue Blomet, donc c'est à côté de Montparnasse, dans le 15e. Alors on ne peut pas entrer dans l'aventure de Masson et du surréalisme sans détour par la rue Blomet. Je m'y suis rendue et là je suis devant ce qui était alors un ensemble d'ateliers. À l'époque il y avait une cour pavée avec les commodités au fond, un potager, des ateliers où vivaient Desnos, ceux adjacents de Masson et de Miro, dont les airs se mélangeaient par un petit trou qui les reliait. Combat de boxe, soirée dans les vapeurs d'alcool bu jusqu'à plus soif, discussions littéraires avec Desnos, Artaud, Limbourg, le tout à 10 numéros du bal Blomet, où on écoutait du jazz, où on dansait sur de la biguine et où se rencontraient Mondrian, fervent danseur, Hemingway, Man Ray, Kiki de Montparnasse ou encore Joséphine Baker. Et c'est rue Blomet que Breton va rendre visite à Masson en octobre 24, et le 15 du mois, l'artiste signait le manifeste du surréalisme. Surréalisme, non masculin. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Bois la liqueur des rêves. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. André Masson est pionnier du surréalisme. Chiara Parisi. Sa recherche sur l'automatisme date de 1923. Mais c'est un cérébral, un artiste qui a cherché sans cesse à se renouveler. Il y a une quête très viscérale dans son travail qui se traduit par une recherche de liberté jamais assouvie. Donc il est au cœur du surréalisme, mais s'éloigne plus tard par la volonté de ne jamais tomber dans les moindres systématismes formels. Et pour lutter pleinement contre une main toujours en retard sur l'intention, il fallait encore à André Masson une technique.
une invention qui serait capable de libérer le trait du joug de la décision consciente. Méthode. Prendre une toile non préparée. Récolter plusieurs types de sable. Jeter de la colle au hasard sur la toile. Projeter le sable au hasard de l'énergie du souffle du moment. Selon les motifs obtenus, laisser la main courir et surgir les figures. Tête de cheval, bout de corps, aile ou main, et Voir le monde dans un grain de sable. William Blake. Et le paradis dans une fleur sauvage. Tenir l'infini dans le creux de sa main et l'éternité dans une heure. Montage J-7. On a plusieurs peintures qui sont notamment des techniques mixtes à base de peinture mais aussi de sable. Caroline Hagen, chef de projet. Et en fait, ça les rend très fragiles, notamment parce que c'est des peintures qui ont été réalisées il y a un moment. Le sable a été collé à partir d'une colle qui, avec le temps, va s'oxyder et du coup, forcément rendre l'œuvre encore plus fragile. C'est des œuvres qui ne doivent pas être trop manipulées et surtout trop retournées pendant les transports. La philosophie derrière ces silhouettes dessinées au gré d'aplats constitués par le sable jeté comme un dé à des millions de faces donne chez Masson un ancrage romantique au surréalisme, où l'artiste est le véhicule d'un flux plus qu'il n'est sujet-auteur. La forme agit comme une apparition, tenant de ce moment où le monde fait forme. Lui, par la suite, laisse courir son trait, qualifié tour à tour de ligne errante par Gertrude Stein ou d'écriture cyclone par Robert Delevoye. La ligne errante des dessins de Masson est au Centre Pompidou-Metz, sur le point de se matérialiser dans le dessin même des Simèzes qui s'élèvent en présence de Chiara Parisi et de la responsable de la programmation, Anne Horvat. La scénographie, elle a été imaginée selon le dessin d'une ligne errante. La ligne errante, c'est Gertrude Stein qui emploie cette expression pour parler du trait de Masson, notamment dans les années 20 quand il recourt à l'automatisme, mais aussi quand il fait ses premiers tableaux de sable qui sont vraiment l'un des grands temps forts de la première partie de l'exposition. L'exposition suit un parcours à la fois chronologique et thématique. Elle s'articule autour de sa vie et de ses recherches sur les gestes. Dans les faits, ça veut dire qu'il n'y a jamais de frontalité en fait. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans une dynamique, dans un mouvement. Vous avez toujours un aperçu sur ce qui vous attend derrière. Parce que quand vous traversez l'exposition et que vous commencez par les forêts et que vous finissez par les œuvres des années 60, évidemment, il y a une évolution stylistique, mais il y a aussi une grande harmonie en fait dans la production de Masson. À travers plus de 60 ans de création, Masson passe au-dessus des styles de son époque, les rencontre parfois, mais cherche obstinément. Quand on traverse l'exposition, on comprend qu'ils vivent à la même époque que les expressionnistes allemands, comme Otto Dix, Gross. Quand on regarde ses peintures d'insectes, on peut penser au Moyen-Âge ou à Bosch. En Espagne, il a vu les peintures de Greco, les gravures de Goya. Sans doute, il a vu les recherches optiques de Delaunay, dont les couleurs très vives peuvent se retrouver dans certaines toiles. Année 1920, peinture de forêt et influence du cubisme. 1924-1927, surréalisme, automatisme et règne de la ligne errante. 1927, peinture de sable. 1934, départ pour l'Espagne. Il est parti en Espagne pour deux raisons. D'une part parce que la vie était beaucoup moins chère en Espagne, et d'autre part parce qu'il y avait eu des manifestations fascistes en France, à Paris, et qu'il a préféré partir avec ma mère en Espagne pour éviter le fascisme. En quoi il s'est trompé. En Espagne, Masson peint des œuvres aux couleurs franches et chaudes, marquées par le climat de la Catalogne, où Masson s'installe avec sa femme Rose, sa sœur Sylvia, et le mari de celle-ci, Georges Bataille. L'une d'entre elles arrive sur le montage, son titre, en revenant de l'exécution.
Ce qu'elle figure, une terre rougeoyante sur laquelle un cadavre est étendu au pied d'un moulin en feu. En frise au premier plan, un cortège de personnages lugubres, vêtus de noir et coiffés de chapeaux de la Guardia Civile, à côté d'un âne, la gueule béante, bréant un cri muet, qui nous regarde de ses yeux vides. La commissaire Chiara Parisi est en train de voir s'accrocher le cartel qui porte le texte de l'artiste contemporain Thomas Hirschhorn, qui a une relation particulière à cette œuvre. C'est très important de souligner l'estime qu'il a Thomas Hirschhorn pour André Masson. Thomas Hirschhorn, en fait, qu'il a écrit un texte qui se concentre sur une œuvre qui est assez essentielle dans le parcours de l'exposition Son Pompidou Metz, un révélant de l'exécution. Et Thomas Hirschhorn, il nous parle vraiment qu'il voit dans ces tableaux comme l'humanité n'existe que dans l'excès de la transgression et l'hystérie. Ça, c'est lui qui voit dans ces tableaux. Et que c'est dans ces tableaux d'André Masson, il y a selon lui une fantastique critique de l'époque dans laquelle nous continuons à vivre et qu'André Masson donc est anticipé dans notre époque actuelle. Ce tableau donne forme au scandale du moment, au scandale de la liberté et au scandale de l'imagination. Il montre que l'homme n'existe qu'excessif en tant que transgresseur, en tant qu'hystérique. Les figures représentées commentent, se justifient et s'informent en grimaçant. André Masson a anticipé la manière dont l'époque actuelle, l'époque de l'information, de l'opinion, du commentaire nous influence. Nous devenons des ânes riants de manière grotesque ou des chevaux hennissants, comme on peut le voir sur le tableau, qui, à la fois compréhensifs et dépourvus de raison, deviennent des observateurs passifs, des informés stupides ou des commentateurs ridicules. Mais l'histoire encore va balloter l'existence d'André Masson, qui quitte l'Espagne en 1936 suite à la guerre civile pour la Normandie. Puis, 1940, suite à la publication du statut des Juifs, départ pour Marseille. Sa femme, Rose Maclès, est juive, Masson, déclaré dégénéré par l'occupant allemand. La même année, départ pour le continent américain. Dès qu'il y a eu l'invasion allemande, on habitait à Lyons-la-Forêt. Diego Masson. Où on était très mal vu parce qu'on était revenu avec des réfugiés espagnols. Et on est d'abord été en Auvergne chez Georges Bataille, qui était mon oncle. Et après, on a rejoint Marseille où ma tante, Sylvia, était réfugiée à Marseille. En cause, les dessins politiques d'André Masson réalisés à partir de 1936 pour des revues antifascistes, ses affiches dessinées pour les milices catalanes et les emblèmes pour les étendards de bataillons des brigades internationales comme la Thälmann Century et la British Century. On est parti le 31 mars 1941, c'est-à-dire c'était pratiquement la fin des bateaux. Parce que mon père avait fait des dessins contre Hitler, Mussolini, Franco, dont certains avaient été publiés dans les journaux, et c'est pour ça qu'on a dû partir. Ça, j'ai des vagues souvenirs de ce bateau, et puis on est resté 3 semaines à la Martinique. Juin 41, arrivé à Fort-de-France, où André Masson retrouve André Breton, le poète Aimé Césaire, sa femme l'écrivaine Suzanne Césaire, et le peintre Wilfredo Lame. Montage, ouverture J-5. On est devant la bibliothèque d'André Masson, sorte de paysage imaginaire reconstitué dans les espaces d'exposition, à partir d'une sélection parmi les 20 000 ouvrages qu'il a collectés au cours de son existence. C'est un peintre littéraire, André Masson, un peintre érudit. Un ouvrage est particulièrement important. Son titre, Dialogue créole. Ce qu'il contient. La forêt nous enveloppe. Elle et ses sortilèges, nous les connaissions avant d'être venus. André Masson et André Breton. Te souviens-tu d'un dessin que j'ai intitulé Délire végétal ? Ce délire est là. Nous le touchons. Nous y participons. Nous sommes un de ces arbres à étages portant au creux des branches un marais en miniature, avec toute sa végétation parasitaire greffée sur le tronc fondamental. Ascendante, retombante, active, passive, aigret de haut en bas de lianes à fleurs étoilées.
Ce livre et les gravures noires et blanches qui y nichent allaient être décisifs dans l'histoire, et plus particulièrement dans une histoire du déplacement, de la modernité de part et d'autre de l'Atlantique, au gré de la Seconde Guerre mondiale et des flux de population déplacés qui ont amené le déplacement des flux de pensée et d'exploration artistique qui en découlent. Ces enchevêtrements et cette prolifération l'amènent à des dessins all over, à des dessins sans dessus-dessous, qui excèdent la page, qui excèdent les limites du tableau et qui vont l'amener à une recherche calligraphique finalement et à une recherche gestuelle qui, aux États-Unis, inspire la jeune génération de peintres américains qui découvrent ses œuvres, donc comme Pollock, Gorky et d'autres qui vont pousser encore plus loin cette gestuelle. L'exil de la pensée européenne rencontre la jeune génération américaine. Masson, Tanguy, Breton, sans eux, l'histoire de l'abstraction américaine n'aurait pas été la même. Mythologie, trait sans dessus-dessous, peinture comme prolongation du geste, lui-même prolongation du corps du peintre, lui-même prolongation du souffle de l'homme, peinture comme une écriture sismographique de celui qui l'a produit, allait donner naissance à tout un pan nouveau dans la peinture d'outre-Atlantique. Une œuvre en particulier allait peser dans la balance, son titre, Pasiphae. Cette œuvre Pasiphae, elle est très importante, déjà par son thème. Le thème de Pasiphae, du Minotaure, du labyrinthe, c'est un thème central chez Masson. La mythologie, mais surtout cette idée de la fusion entre ici la femme et l'animal qui s'accouplent et au sein donc, du labyrinthe. Donc l'animal, la femme deviennent labyrinthe, le labyrinthe devient à la fois le piège, la proie, tout s'enchevêtre. La même année, étrange coïncidence, un jeune peintre encore peu connu réalise une toile du même titre. Ce tableau a eu de l'influence sur la jeune peinture américaine. André Masson. Il a été exposé en 1943 et un jeune peintre de l'époque, Pollock, devenu célèbre depuis, est allé voir ce tableau sur les conseils d'un critique, Greenberg. Il est sorti en disant « Eh bien, moi aussi je cherche Pasiphae ». On a su depuis qu'il avait suivi mes premiers dessins automatiques, mes premières expositions à New York. Que Pollock ait vu ou non des gravures de Masson dans l'atelier de William Hayter, sur la 8e à New York, où travaillaient pendant la guerre côte à côte artistes américains et artistes européens, le all-over, pratique qui consiste à répartir la couleur sur toute la surface de la toile, sans hiérarchie entre le centre et la périphérie, entre le sujet et le décor, était né. Et le all-over, ça a été vu comme l'une des expressions iconiques de l'abstraction. Il n'en reste pas moins que l'œuvre de Masson nous enseigne que dans sa peinture, cette pratique vient d'un rapport extrêmement personnel à la mythologie, et notamment à l'interpénétration constante des règnes, minéral, végétal, humain, qu'elle porte. Finalement, le all-over, en effet, il vient de cette volonté de... Il dit, voilà, c'est à partir du centre qu'il s'agit d'infinir, la profondeur est à réinventer. Donc il y a vraiment cette idée, en fait, d'une spirale infinie. D'ailleurs, il a dessiné ce signe céleste, et c'est aussi le labyrinthe. C'est aussi le fil d'Ariane, le labyrinthe, la corde, tous ces motifs, finalement, qui sont en mouvement perpétuel. Masson a une idée très totale de la fusion des éléments qui constituent le monde, la nature et les êtres humains, les gestes, la figuration et les âmes. À l'origine de cette fusion se trouve sans doute la clé de voûte de son travail, comme aimait à la qualifier André Breton, à savoir l'érotisme. L'érotisme, c'est dans son dessin à la fois l'entraînement des choses et des corps, autant que des références à ce qui est refoulé, à l'inconscient, au piège des organes sexuels sur lesquels s'ouvre et se referme le monde. L'érotisme ponctue son travail, mais pas pour lui-même, pas comme quelque chose de volontairement articulé autour du sexe pour lui-même. Quant à l'influence qu'il a eue sur la peinture abstraite, Masson est toujours resté circonspect. Dans son essai qui résume son rapport à la peinture, Peindre est une gageure, il dit « Il n'en est pas moins déplorable que certains plasticiens, géomètres manqués, prennent le compas pour le temple. » Et plus loin, il déplore le fait de renoncer à exprimer ce qui est à la racine de l'être, la fin
l'amour et la violence. L'œuvre de Masson nous enseigne qu'aussi abouti soit un système pictural, jamais le système doit être pris comme l'aboutissement. Seuls importent les systèmes s'ils permettent, comme le temple, de générer et d'entourer la croyance, fût-elle celle dans l'homme, dans sa fin la plus primaire, son amour, sa violence. Et c'est là peut-être ce dont parlent les œuvres d'André Masson, aussi non figuratives soient-elles à certains moments de sa carrière. C'est toute cette complexité qui a intéressé la commissaire Chiara Parisi. Cette façon de ne pas croire en les grands récits de la modernité, je la vois à la cafétéria du musée pour lui demander quel est son rapport intime à ce grand peintre du XXe siècle. Je voulais vous demander, Chiara, si vous étiez une musique que vous inspire André Masson, vous seriez laquelle? Sûrement les jazz. Masson adorait les jazz. Et donc je dirais celui de l'immense John Zorn, qui a composé un morceau, un hommage à Acéphale. Donc c'est un moment grandiose entre Masson, Acéphale, entre Masson et Bataille. Et si vous deviez choisir une de ses œuvres? Tous les tableaux des Sable de la première période, juste sont éblouissantes, d'une perfection et d'une délicatesse, d'une violence, c'est une violence vraiment à l'intérieur du tableau qui surgit une fois que tu le regardes. Dernière question, si vous deviez choisir un texte auquel vous fait penser son œuvre? Un texte sûrement, c'est cette poète que j'adore, que j'ai relis sans cesse, qui est Robert Desnos. J'aime beaucoup J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère? J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour. Et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi, je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. Tant marcher, parler, coucher avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes. Et plus ombre 100 fois que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Merci à John Zorn pour ce morceau Acéphale, qui fait un hommage à la revue de Bataille illustrée par Masson, à l'équipe du Centre Pompidou-Metz et à mes lecteurs, Elsa de Smet, Édouard Deniau et Jules Matou.